Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelque chose d'assez original. En tout cas, je trouve. Initialement, j'avais prévu de faire une sorte d'iceberg mêlant ce que j'aime bien, donc les mystères, l'horreur, et un autre truc, les jeux vidéo. J'ai toujours été quelqu'un qui joue un petit peu, donc j'avais commencé à faire une sorte de liste un peu de jeux avec des secrets horrifiques, cachés ou non, et au fur et à mesure du temps, j'ai changé la conception de la chose. Je me suis dit que plutôt que de présenter simplement une liste, parce que ça peut ne pas intéresser les non-joueurs, je me suis dit que j'allais plutôt expliquer comment certaines mécaniques horrifiques ont été utilisées dans le jeu vidéo pour créer soit de l'horreur, du malaise, du mystère, que ce soit fait dans des jeux qui sont faits pour ça, donc des jeux purement horrifiques, ou alors des jeux qui n'ont rien à voir. Par exemple, vous verrez ça en début de vidéo, mais on ne se doute pas, en jouant à un jeu Pokémon, qu'il peut y avoir parfois certaines choses qui se passent, qui nous amènent à nous poser certaines questions. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est une vidéo que j'ai fait pour qu'elle soit intéressante autant pour ceux qui sont habitués à jouer que ceux qui n'y connaissent absolument rien. J'ose espérer que la vidéo est assez accessible. Et si cette vidéo vous plaît, que vous passez un agréable moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici, AkenTV, si vous souhaitez voir un peu l'envers du décor. Et si maintenant vous êtes bien installé, on est parti pour découvrir ensemble les secrets cachés ou non dans le monde du jeu vidéo destiné à nous faire peur. La licence Pokémon est souvent associée à une aventure lumineuse, rassurante, presque enfantine. Pourtant, depuis ses débuts, elle est traversée par une constante étrange, la présence de fantômes humains, rarement expliqués, presque jamais résolus. Dans Pokémon X et Y, au cœur de la ville d'Illumis, une sorte de représentation de Paris, le joueur peut déclencher une scène totalement optionnelle. En montant au deuxième étage d'un bâtiment qui semble sans importance apparente, une ex-maniaque apparaît derrière lui. Elle ne marche pas, elle glisse. Son regard est vide, sa posture figée. Elle prononce une seule phrase. « Tu n'es pas celui que je cherche ». Puis, elle disparaît. Aucune quête, aucun suivi, aucun moyen de la revoir. Ce détail a obsédé la communauté pendant des années, d'autant plus que cette même ex-maniaque réapparaît plus tard dans Pokémon Omega Ruby et Alpha Saphir. Cette fois, au bon pire, un cimetière. La phrase est identique, le contexte lui est encore plus explicite. Pour beaucoup de joueurs, cette récurrence suggère une âme errante, coincée dans une attente éternelle, incapable de trouver la personne qu'elle cherche. Une quête brisée, laissée volontairement sans résolution par les développeurs. Cette logique se retrouve ensuite dans Pokémon Diamant et Perle avec le vieux château. Caché au fond d'une forêt, ce manoir abandonné ne sert à rien sur le plan du gameplay. Il est silencieux, sans musique et pourtant, le joueur peut y apercevoir une petite fille et un majordome apparaître furtivement avant de disparaître. Dans une pièce, un tableau suit le joueur du regard, ses yeux rouges semblant conscients de sa présence. Aucune histoire officielle n'est donnée et c'est précisément ce silence qui a nourri le lore communautaire. Beaucoup de joueurs interprètent le vieux château comme une maison hantée complète où une famille entière aurait disparu. Pas de combat, pas de drame mis en scène, seulement des traces. Pokémon ici ne cherche pas à expliquer, il laisse le joueur face à l'évidence que la mort existe dans cet univers, même si elle est habituellement édulcorée. Pour la communauté, ces apparitions humaines sont plus dérangeantes que n'importe quel Pokémon spectre, parce qu'elles ne peuvent pas être capturées, ni combattues, et souvent, elles restent incomprises. À l'opposé total de l'univers Pokémon, GTA V est lui un monde cynique, brutal, saturé de violence et de satire sociale, et pourtant, l'un de ses moments les plus marquants est presque silencieux. Sur le mont Gordo, entre 23h et minuit, une silhouette féminine apparaît au sommet d'une falaise. Elle flotte dans l'air, immobile. Sous elle, un mot est inscrit en lettres sanglantes sur la roche. Jock. Ce fantôme n'est pas qu'un simple effet creepy, il est lié à une histoire complète que les joueurs ont dû reconstituer eux-mêmes. Le nom fait référence à Jock Cranley, un personnage secondaire du lore de GTA. Ancien cascadeur devenu célébrité médiatique, puis politicien en campagne. À travers les radios, les affiches et les dialogues du jeu, la communauté découvre peu à peu son passé. Jock a poussé sa femme, Jolene Cranley Evans, du haut de cette même falaise après une dispute.
Officiellement, il s'agissait d'un accident. Aucune condamnation n'a jamais eu lieu. Pour les joueurs, le fantôme n'est donc pas là pour effrayer, il est là pour accuser. Le mot Jock devient une trace laissée dans le monde, une justice symbolique que le système du jeu comme celui de la société qu'il parodie n'a jamais rendue. Ce détail a marqué la communauté car il transforme un simple easter egg en commentaire moral. GTA V, en découvrant ce secret, ne donne pas de mission pour venger Jolene. Le joueur ne peut rien faire, il ne peut que voir et interpréter. Dans un autre monde, Skyrim, qui est un jeu connu pour son lore extrêmement bavard, contenant des livres, des quêtes, des ruines, de nombreux dialogues. Presque tout est à chaque fois expliqué, contextualisé, justifié par l'histoire du monde. Le joueur est habitué à comprendre ce qu'il voit, à relier chaque événement à une légende ou à un récit ancien. Et pourtant, certaines nuits, sur les routes de bord de ciel, un événement vient rompre cette logique. Un cavalier apparaît. Il avance lentement, monté sur un cheval spectral. Et ce cavalier a une particularité, il n'a pas de tête, il ne réagit pas au joueur et il est invulnérable. Si le joueur tente de le suivre, le cavalier le conduit toujours au même endroit, Amvirsrest, un ancien tumulus nordique. Une fois arrivé, il disparaît simplement, sans animation, sans dialogue, sans reconnaissance de la part du jeu. Aucune quête ne se déclenche, aucun livre du jeu ne mentionne non plus explicitement ce cavalier. Pour la communauté, ce silence est volontaire. Skyrim, qui explique tout, refuse ici toute explication. Les joueurs ont rapidement interprété le cavalier comme une légende vivante, intégrée au monde pour lui donner une profondeur mythologique. Non pas un personnage, mais un symbole, celui d'un guide des morts, d'un esprit lié aux anciens rites funéraires nordiques. Il n'existe pas pour le joueur, il existe malgré lui. Et ce détail précisément renverse une certitude fondamentale. Même dans un RPG, un role-playing game où le joueur est l'élu, un enfant de dragon, un individu qui peut changer le cours des guerres, concrètement tout devenir, ici constate un événement qui ne tourne pas autour de lui. Le joueur comprend alors que certaines choses se produisent sans raison, sans but, sans résolution. Hitman Contracts est un jeu d'infiltration qui occupe une place à part dans la série. Le jeu est construit comme une suite de souvenirs fragmentés, racontés alors que le héros, l'agent 47, est grièvement blessé et délire entre la vie et la mort. Dès le départ, la communauté a compris que ce qu'elle voyait n'était pas forcément fiable. Dans l'un des niveaux, situé dans un hôtel sombre et délabré, le joueur peut explorer des couloirs annexes volontairement peu éclairés. Dans une salle de bain, un détail a marqué les joueurs. En regardant dans un miroir, une silhouette apparaît brièvement derrière l'agent 47. Plus loin, des scènes semblent se rejouer toutes seules. Une présence traverse un couloir, une trace d'un meurtre passé surgit puis disparaît. Ces apparitions ne déclenchent aucun script officiel, aucun commentaire. Mais un détail a retenu l'attention de la communauté. Ces fantômes peuvent être neutralisés et les gardes réagissent à leur corps comme à ceux de personnages non joueurs normaux. Très vite, les joueurs ont proposé une lecture qui a été plutôt partagée. Ces apparitions ne seraient pas surnaturelles, mais des souvenirs matérialisés de l'agent 47, des rémanences de crimes passés qui prennent une forme presque physique dans son esprit. Le miroir devient alors un symbole central. Il ne montre pas un fantôme extérieur, mais ce que l'agent 47 porte en lui. Dans cette lecture, Hitman Contract n'est pas hanté par des esprits, mais par la culpabilité accumulée. Le jeu ne tranche jamais, et c'est précisément ce flou qui a rendu ces scènes si marquantes. Dans des séries comme Yakuza ou Metal Gear Solid, connus pour leurs récits complexes et parfois absurdes, certains détails ont pris une dimension étrange avec le temps. Les photographies d'esprit. Dans plusieurs jeux Yakuza, le joueur peut prendre des photos de lieux anodins, des rues, des bâtiments, des intérieurs. Mais parfois, en examinant ces clichés, des joueurs ont remarqué des silhouettes humaines absentes lors de la prise de vue. Des visages flous, des formes translucides ou des présences impossibles à expliquer sur le moment. Dans une autre licence, Metal Gear Solid, un phénomène similaire a marqué. Lors du combat contre Psycho Mantis, certaines captures d'écran peuvent révéler des visages, des traces, des détails invisibles à l'œil nu pendant l'action. Le jeu, déjà célèbre pour briser le quatrième mur, semblait jouer avec l'idée que la caméra voit plus que le joueur. L'interprétation des joueurs ici n'est pas technique mais symbolique. Pour beaucoup, ces images représentent des traces laissées par des événements du jeu. Les morts, les traumatismes, les souvenirs qui s'accrochent au lieu. La photo devient une preuve que quelque chose persiste même quand le joueur pense avoir tourné la page. Ces easter eggs ont marqué parce qu'ils transforment un outil plutôt neutre, la caméra, en instrument de révélation. Le jeu ne montre rien directement, il attend juste que le joueur regarde autrement.
Resident Evil 4 est un jeu de survie horrifique. Le principe est simple à comprendre même pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux jeux vidéo. Le joueur incarne un homme seul, envoyé dans une zone hostile avec peu de ressources et doit survivre à des menaces souvent imprévisibles. Le jeu repose beaucoup sur la tension, l'exploration prudente et la peur de ce qui peut surgir à tout moment. Au cours de l'aventure, le joueur arrive près d'un lac isolé, enveloppé de brume. Un habitant du village évoque vaguement la présence d'une créature sous l'eau. Peu après, le joueur affronte Del Lago, un monstre aquatique gigantesque, lors d'un combat scénarisé en bateau. À ce moment-là, tout semble clair. Le monstre apparaît, on le combat, on le vainc, et le jeu continue. Mais c'est après que l'easter egg commence réellement. Si le joueur retourne près du lac plus tard, dans un moment calme, et fait quelque chose de très simple, tirer dans l'eau, lancer une grenade, ou parfois simplement s'approcher trop près, Del Lago peut ressurgir brutalement et tuer le personnage instantanément. Il n'y a pas de musique, pas d'animation d'avertissement, juste une attaque soudaine, punitive et définitive. Pour la communauté, ce moment a été marquant parce qu'il brise une règle souvent implicite dans le jeu vidéo. Un ennemi vaincu est censé rester vaincu. Les joueurs ont alors interprété Del Lago non pas comme un boss classique, mais comme une présence territoriale. Le lac n'est jamais vraiment sécurisé, le calme est trompeur, le danger est simplement en sommeil. Ce jumpscare fonctionne d'autant mieux qu'il ne cherche pas à effrayer activement, il attend que le joueur baisse sa garde, qu'il se comporte comme si le monde lui appartenait, comme s'il était redevenu normal. Et c'est précisément à ce moment-là que le jeu frappe. Luigi Mansion est un jeu d'aventure développé par Nintendo. Le principe est très accessible. Le joueur incarne Luigi, le frère peureux de Mario, qui explore un manoir hanté à l'aide d'un aspirateur à fantômes. Le ton est volontairement cartoonesque, presque comique, et le jeu est souvent perçu comme une expérience plutôt gentille, destinée à tous les publics sur un fond d'horreur. Mais derrière cette façade, certains détails ont retenu l'attention de certains joueurs. Dans l'une des pièces du manoir, si le joueur éteint les lumières et observe attentivement les murs, une ombre apparaît brièvement. Elle ne correspond à aucun fantôme visible. Il s'agit là de la silhouette d'un personnage qui semble s'être pendu, quelqu'un suspendu par le cou. Cette ombre ne dure qu'un instant. Elle ne déclenche rien du tout et elle n'est jamais expliquée. Pour beaucoup de joueurs, ce détail a été un choc, car il introduit une image extrêmement lourde, celle d'une personne qui s'est donné la mort. Et dans un jeu Nintendo, c'est troublant, surtout pour un spécialiste des licences qui évite généralement tout sujet explicitement sombre. La communauté a très vite compris que cette ombre n'était pas un bug. Elle est parfaitement intégrée au décor, placée à un endroit précis, et visible uniquement dans des conditions bien définies. Ce que les joueurs se sont dit, c'est que Luigi's Mansion joue volontairement sur une certaine dissonance. Le jeu se présente certes comme léger, mais son décor lui raconte une autre histoire. Le manoir n'est pas juste hanté de manière abstraite, il est imprégné de traces humaines de drames passés que le jeu refuse de commenter. Ce silence est ce qui rend l'image si dérangeante. Nintendo ne cherche pas à choquer, il laisse simplement une trace et passe à autre chose. Et pour beaucoup de joueurs, cette ombre a été leur premier contact avec une horreur implicite, suggérée plutôt que montrée, dans un jeu pourtant destiné à un public très large. Mais le frère de Luigi, lui aussi, a été touché dans un de ces jeux qui lui a été dédié. Les jeux Mario sont habituellement des jeux de plateforme. Le principe est simple et quasi universel. Le joueur contrôle Mario, le célèbre plombier, un personnage qui saute, court, évite des obstacles dans des mondes colorés. L'objectif est toujours d'avancer, d'explorer et de terminer des niveaux. Tout est pensé pour être fluide, rassurant, souvent plutôt joyeux. Et justement, Mario est une licence où rien n'est censé vraiment faire peur. Pourtant, dans Super Mario Galaxy puis dans Super Mario 3D Land, les joueurs ont remarqué des détails qui les ont parfois dérangés, surtout parce qu'ils sont totalement inutiles au gameplay. Dans certains niveaux, si le joueur s'arrête de bouger, s'il reste immobile pendant un moment inhabituellement long, la caméra peut légèrement se repositionner et là, parfois, très brièvement, une silhouette apparaît. Pas un ennemi, pas un personnage interactif, juste une forme humanoïde, immobile qui disparaît dès que le joueur recommence à bouger. Il n'y a jamais eu de commentaires officiels sur ces apparitions. Elles ne sont pas systématiques et beaucoup de joueurs ne les ont jamais vues par eux-mêmes. C'est surtout à travers des vidéos, des captures et des discussions que le phénomène s'est répandu. L'interprétation est plutôt simple et efficace. Les jeux Mario sont des jeux qui poussent constamment à avancer, sauter, progresser. Ces apparitions surgissent uniquement quand le joueur ne joue plus comme prévu. Alors pour ceux qui ont été témoins de cette expérience, le message implicite est troublant. Le monde de Mario n'est stable que tant que tu respectes ses règles. Dès que tu t'arrêtes, quelque chose d'anormal
peut apparaître. Ce n'est pas une horreur frontale, c'est une anomalie visuelle, presque un rappel que le jeu n'est pas tant conçu pour être observé, mais traversé. Un autre jeu de plateforme est également concerné, Pizza Tower, un jeu extrêmement rapide, chaotique, volontairement stressant. Tout y pousse le joueur à aller vite, à réagir, à enchaîner les actions sans réfléchir. Mais un autre jeu de son côté, un jeu de tir, Time Splitters, connu pour son ton assumé, absurde et son humour constant, avec des niveaux conçus pour être parcourus activement et une énergie permanente. Et dans ces deux jeux, à l'instar des jeux Mario évoqués, les joueurs ont découvert quelque chose de commun. Ne rien faire est une erreur. Dans Pizza Tower, si le joueur reste immobile trop longtemps, le jeu commence à se dégrader visuellement. L'ambiance devient instable, des sons étranges apparaissent et certaines animations semblent se briser. Le message semble clair, le jeu n'aime pas être ignoré. Dans Time Splitters, certains niveaux ou modes cachent des événements similaires. Si le joueur reste immobile trop longtemps, des ennemis ou des éléments imprévus peuvent apparaître derrière lui, parfois de manière extrêmement brutale, comme si le jeu cherchait à le forcer à réagir. Ces mécanismes ne sont pas vraiment des blagues, elles sont perçues comme une punition implicite à l'inaction. Le joueur n'est pas censé observer, regarder autour de lui, il est censé constamment agir. Et lorsqu'il refuse de jouer le rôle prévu, le jeu le rappelle à l'ordre, parfois de manière amusante, parfois de manière plus dérangeante. Ici, avant de parler des jeux, il faut d'abord parler de la référence. Les anges pleureurs viennent de la série Doctor Who. Le principe est simple et profondément perturbant. Ce sont des statues qui ne peuvent bouger que lorsqu'on ne les regarde pas. Dès que le regard se détourne, elles avancent. Si on cligne des yeux, on meurt. Cette idée est devenue l'un des concepts horrifiques les plus célèbres de la pop culture moderne. Et cette idée a été adaptée dans bon nombre d'œuvres vidéoludiques. The Witcher 3 par exemple, qui est un jeu de rôle en monde ouvert, où le joueur incarne un chasseur de monstres professionnel, parcourant un monde médiéval sombre, rempli de créatures inspirées du folklore européen. Ici le principe est clair, identifier le monstre, comprendre son comportement puis le combattre. Mais certaines créatures brisent totalement cette logique. Dans une quête précise, le joueur affronte des statues humanoïdes immobiles. Tant que le joueur les regarde, elles restent figées, mais dès que la caméra se détourne, elles se déplacent instantanément pour se rapprocher. Pour les joueurs, la référence aux anges pleureurs est évidente. Mais ce qui a marqué la communauté, c'est que le jeu ne l'explique jamais directement. Il n'y a pas de tutoriel clair, pas d'avertissement. Le joueur comprend uniquement par l'échec, par la mort. Cette mécanique a marqué parce qu'elle inverse une règle fondamentale du jeu vidéo. Habituellement, regarder permet de se protéger. Ici, regarder est la seule chose qui empêche le danger. Dans un autre jeu, Call of Duty Black Ops, il y a sur une carte appelée Nuketown des mannequins qui partagent une logique similaire. En général, la licence Call of Duty est un jeu de tir rapide, nerveux, basé sur les réflexes. Le joueur est habitué à regarder partout, tout le temps, le décor est censé être inerte, mais parfois les mannequins ne bougent que quand on ne les regarde pas, apparaissent derrière le joueur, se rapprochent silencieusement. Encore une fois, il y a ici une référence ou une réinterprétation moderne des anges pleureurs, ces formes humaines figées mais hostiles dès que la tension baisse. Encore une fois, le jeu ne verbalise jamais la référence. Il l'utilise parce que le concept est universellement compris. Les anges pleureurs reposent sur une peur très simple, tu ne peux pas tout regarder en même temps. Et dans un jeu vidéo où la caméra est limitée, cette idée devient encore plus puissante. Le joueur est constamment conscient de ses angles morts. Le danger ne vient pas de ce qu'il voit, mais de ce qu'il ne peut pas voir. C'est une horreur fun, reconnaissable, presque ludique, mais elle installe une première fissure. Le regard du joueur n'est plus ici une garantie de sécurité. De nombreux jeux intègrent des références directes à des films d'horreur cultes comme The Shining ou Evil Dead. Même pour quelqu'un qui n'est pas habitué au jeu, l'idée est simple. Ces œuvres utilisent la répétition, les couloirs, les portes, les espaces familiers qui deviennent hostiles. Dans certains jeux, des couloirs se ressemblent tous, des pièces semblent revenir en boucle, des scènes se répètent avec des légères variations. Les joueurs ont immédiatement reconnu ces codes, ce ne sont pas des hommages cachés, ce sont des signaux culturels. Le jeu dit aux joueurs, tu connais cette ambiance, tu sais où ça mène. Et le malaise vient du fait que, ici, le joueur anticipe l'horreur avant qu'elle n'arrive. Runner 2 est un jeu de plateforme rythmé, coloré, absurde, pensé pour être joyeux et frénétique. Le principe est très simple, le personnage court automatiquement et le joueur doit sauter, glisser ou esquiver des obstacles au bon moment en musique. C'est un jeu qui, en l'apparence, ne cherche jamais à faire peur.
Et pourtant, dans certains niveaux, les joueurs ont remarqué un détail étrange. Une silhouette grande, mince, immobile, placée très loin dans le décor. Elle ne bouge pas, ne réagit pas, mais elle est là. La silhouette ressemble à quelque chose de bien connu, le fameux Slenderman, une figure d'horreur née sur internet, connue pour observer silencieusement sans jamais attaquer frontalement. Dans le jeu, il n'y a aucun commentaire à ce sujet, aucun son spécifique, aucune mécanique associée. Et ce qui fonctionne ici, c'est précisément parce que ce clin d'œil est hors contexte. Slenderman n'apparaît pas dans un jeu d'horreur, mais dans un jeu de rythme joyeux. Cette dissonance crée alors un malaise immédiat. Quelque chose de sombre a été glissé dans un univers qui n'est pas censé l'accueillir. Autre cas, Plants vs Zombies, un jeu de stratégie accessible pour le grand public, où le principe consiste à placer des plantes pour repousser des vagues de zombies dans un ton humoristique et caricatural. Encore une fois ici, rien de terrifiant. Mais à certains moments, notamment dans des arrière-plans ou des éléments visuels secondaires, des joueurs ont remarqué la présence d'une silhouette élancée, dissimulée dans le décor, rappelant fortement l'entité d'internet bien connue, le Slenderman. Officiellement, ce n'est ici qu'une référence. La figure apparaît sans interaction, sans explication, et parfois dans des zones censées être calmes, et c'est justement ça qui suffit parfois à créer une légère surprise. Slenderman fonctionne ici comme un virus culturel, même utilisé comme une blague, il conserve son pouvoir inquiétant. Et même si parfois Slenderman n'est pas officiellement présent dans certains jeux, il est aisé pour les joueurs de faire des liens entre certaines créatures d'un jeu et lui. C'est notamment le cas dans Minecraft. Certaines créatures du jeu, les Endermen, lui font directement référence selon certains joueurs. Minecraft est un jeu de construction et de survie où le joueur explore un monde généré aléatoirement. Il collecte des ressources et bâtit quasiment ce qu'il veut. Le jeu est ouvert, parfois silencieux, et si on joue sans amis, il peut être très solitaire. Les Endermen, eux, sont des créatures grandes, noires, silencieuses qui n'attaquent que si on les regarde dans les yeux. Des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler Slenderman. Le rapprochement semble quasiment évident au point que Slenderman est devenu une clé de lecture culturelle pour interpréter ces créatures. Même sans être officiellement intégré, son influence plane sur la manière dont les joueurs perçoivent certaines figures. Pity, pour Playable Teaser, est une démo jouable, c'est-à-dire une expérience courte conçue pour donner un aperçu d'un jeu qui n'est jamais sorti. C'est comme si on pouvait jouer à une bande-annonce. Le principe consiste à explorer un couloir en boucle, dans une maison banale, à la première personne. Les yeux du personnage sont nos yeux. Il n'y a pas de combat, presque pas d'objectif clair, le jeu repose entièrement sur l'ambiance et l'observation. Pendant longtemps, les joueurs pensaient que l'entité principale du jeu, une femme nommée Lisa, apparaissait uniquement à certains moments précis pour effrayer le joueur. Mais la communauté a découvert quelque chose de bien plus dérangeant. En analysant le jeu, avec des fonctions de caméra libre, de ralenti, de data mining, c'est-à-dire fouiller dans les fichiers même du jeu, les joueurs ont compris que Lisa est physiquement présente derrière le joueur pendant une grande partie de l'expérience. Elle est littéralement attachée à la caméra placée hors du champ de vision. Elle te suit, elle s'arrête quand tu t'arrêtes et elle disparaît seulement quand le jeu le décide. Le joueur ne peut jamais la voir directement dans des conditions normales. Alors, pour les joueurs, ce détail change tout. Playable Teaser, Pity, ne repose plus sur le jumpscare, mais sur une idée beaucoup plus perturbante. Le danger n'est pas devant toi, il est déjà là, accroché à toi. Lisa n'est donc pas une surprise, elle est une présence reliée directement au joueur. Et ce phénomène de présence qui nous observe peut aussi être une caractéristique implantée dans des jeux qui ne sont pas faits pour effrayer. Par exemple, Life is Strange, un jeu narratif où le joueur incarne une adolescente qui peut remonter le temps et où l'essentiel du gameplay consiste à explorer des lieux, parler à des personnages, faire des choix qui influencent l'histoire, remonter le temps pour changer les choix qu'on a fait et voir de quelle manière on influence l'histoire. Un jeu concrètement lent, intime et émotionnel. Et pourtant, ce genre de jeu aussi est capable de créer un malaise chez le joueur. À un moment précis, alors que le personnage principal, Max, se trouve dans sa chambre, un espace censé être privé, sûr, là, un détail peut être aperçu à l'extérieur. Si le joueur regarde attentivement par la fenêtre, une silhouette apparaît brièvement. Celle de Warren, un ami proche du personnage. Il ne frappe pas à la porte, il ne téléphone pas, il est juste là,
à regarder, puis il disparaît. Rien dans l'histoire n'oblige cette scène. Elle n'est ni expliquée ni commentée. Beaucoup de joueurs ne l'ont même pas remarqué lors de leur première partie, mais une fois vue, elle change la perception du personnage. Pour les joueurs qui en ont été témoins, cette scène introduit une ambiguïté volontaire. La frontière entre protection et intrusion devient floue. Le malaise vient du réalisme. Ce n'est pas un monstre. Warren est un personnage que l'on connaît qui est là au mauvais endroit. Alors cette rencontre fortuite peut avoir tendance à nous faire changer la vision de ce personnage qui initialement nous semblait rassurant. Mais parfois, le malaise ne vient pas forcément d'entités vivantes ou d'êtres humains. Il peut venir de choses bien différentes. Dans un jeu futuriste, prenant place à Londres, dans une ville complètement ouverte, Watch Dogs Legion propose aux joueurs d'incarner presque n'importe quel habitant de la ville. Un agent secret, un activiste ou un monsieur vieux qui pourrait faire une crise cardiaque à n'importe quel moment. Dans ce jeu, chaque personnage qui est visible peut être incarné. Le principe est basé sur la surveillance, l'utilisation des caméras, la reconnaissance faciale et les systèmes de contrôle numérique. La thématique centrale du jeu et même de la licence Watch Dogs est claire, tout le monde est observé. Et dans ce contexte-là, certains joueurs ont remarqué un détail troublant autour d'une statue, la statue de la reine Victoria. Selon l'angle de la caméra, la statue semble parfois tourner légèrement la tête pour suivre le joueur. Ce mouvement n'est pas systématique, pas crypté de manière évidente, et il n'y a jamais eu de révélation officielle sur le sujet. Est-ce un bug visuel, un effet de perspective ou alors un easter egg? Rien n'est sûr. Mais la communauté de joueurs a rapidement relié ce détail au thème principal du jeu. Même les symboles du pouvoir anciens figés dans la pierre semblent participer à cette surveillance active. Le joueur ne sait jamais vraiment s'il est observé ou s'il l'imagine, et c'est précisément cette incertitude qui fait basculer Watch Dogs de la simple satire technologique vers un malaise créé légèrement plus profond. Et au-delà de jeux satiriques, le malaise ou l'horreur peut prendre place dans des univers volontairement absurdes, comme celui de God Simulator, un jeu bac à sable où le joueur contrôle une chèvre dans une petite ville et peut faire absolument n'importe quoi. Il n'y a pas nécessairement d'objectif clair ou de scénario sérieux, le jeu est pensé comme une blague permanente, pleine de bugs volontaires et d'exagérations. Et c'est précisément pour ça que certains détails ont profondément marqué la communauté. Dans certaines conditions très précises, les joueurs peuvent tomber sur une entité appelée Mooman. Elle apparaît brièvement, souvent à distance, parfois sur un toit ou derrière un obstacle. Elle ne bouge pas, ne fait aucun bruit et disparaît si le joueur s'approche trop ou détourne le regard. Le contraste est particulier. Dans un jeu qui fait tout pour être ridicule, Mooman est silencieux, immobile, sérieux. Selon les joueurs, ce Mooman n'est pas là pour faire peur de manière classique. Il est là pour briser le contrat implicite du jeu. God Simulator dit aux joueurs « rien n'est sérieux ici », Mooman est ici pour dire en quelque sorte « si, certaines choses le sont ». Beaucoup de joueurs ont interprété cette présence comme un clin d'œil à l'idée que même dans un monde chaotique et comique, quelque chose observe en retrait sans participer. Le malaise vient du fait que le jeu ne donne aucune clé à ce sujet. Mooman n'a pas d'histoire, il ne donne aucune quête, il existe et c'est tout. Il est une présence, et parfois certaines présences peuvent être implicites. C'est le cas dans un jeu futuriste, Cyberpunk 2077, un jeu en monde ouvert se déroulant dans une mégalopole, et le joueur y incarne un mercenaire dans un monde saturé de caméras, d'implants et de systèmes de surveillance. C'est un monde où tout est connecté et où la vie privée n'existe presque plus. Officiellement, le jeu parle beaucoup de surveillance technologique, mais certains joueurs ont remarqué des détails quelque peu subtils. Dans certaines pièces, certains appartements ou couloirs, la caméra du jeu se place parfois de manière étrange. Elle s'attarde, elle se décale légèrement, comme si quelque chose cherchait le meilleur angle pour observer. Parfois, aucun ennemi n'est présent, il n'y a aucune caméra visible, aucun objectif, juste cette sensation étrange d'être regardé sans raison. Il n'y a jamais eu de script clair expliquant ce moment, et c'est précisément ce flou qui nourrit des questions. Dans Cyberpunk, la surveillance est tellement intégrée qu'elle n'a même plus besoin de se manifester explicitement. On ne voit plus les caméras, on ne fait que ressentir les présences. Dans le jeu Skyrim que nous avons déjà évoqué, ce jeu fantastico-médiéval en monde ouvert, on explore un vaste territoire. On peut fouiller des maisons, collecter des objets et personnaliser notre personnage un peu comme on le désire. Mais ce n'est pas tout, on peut aussi acquérir des maisons et les personnaliser comme on le désire. Le jeu laisse une grande liberté, et ses intérieurs, les maisons, nos caves, nos coffres, sont censés être des espaces sûrs.
Dans ces maisons, on peut y placer des mannequins d'armure. Leur fonction est purement pratique, exposer notre équipement préféré comme dans une vitrine. Mais la communauté a remarqué quelque chose d'étrange. Des joueurs ont constaté que certains mannequins changeaient légèrement de position, tournaient la tête ou semblaient parfois tenir une arme alors qu'ils ne l'avaient pas avant. Au départ, Bethesda, qui a fait ce jeu, a parlé de bugs liés au moteur du jeu. Techniquement, les mannequins sont traités comme des personnages non joueurs invisibles, ce qui explique qu'ils puissent parfois s'activer. Mais pour les joueurs, cette explication parfois ne suffit pas. Dans un jeu où l'on passe des dizaines d'heures à explorer, combattre, revenir dans sa maison et voir un objet qui n'était pas censé bouger avoir changé de posture crée un certain malaise. Le lieu censé être intime devient alors instable. Et même si c'est un bug, le jeu ne fait rien pour le corriger visuellement. Il laisse planer le doute, et ce doute transforme un problème technique en horreur involontaire mais persistante. Autre cas, cette fois-ci, un jeu fait pour faire peur. Un jeu d'horreur qui plus est en multijoueur. Dead by Daylight. Dans ce jeu, un joueur incarne un tueur, les autres incarnent des survivants qui doivent s'échapper en trafiquant de générateurs pour ouvrir la porte qui leur permettra de survivre. Le principe repose sur une tension permanente et la peur d'être traqué par le fameux tueur. Les possibilités sont vastes, aussi vastes qu'il y a de tueurs différents dans le jeu. Les cartes, où évoluent tous les joueurs, sont remplies de statues, d'effigies, de totems. À première vue, ce sont de simples éléments du décor. Mais certains ont remarqué que certaines statues semblent toujours orientées vers l'action. Parfois, elles semblent regarder les survivants, ou elles sont placées à des endroits stratégiques presque intentionnellement. Officiellement, il n'y a pas de mécanique cachée liée à ces statues. Elles ne bougent pas ou n'attaquent pas. Pourtant, pour certains joueurs, ces statues représentent une présence supérieure, une force qui observe la partie sans intervenir directement. Elles incarnent le rôle de l'entité, la conscience centrale du jeu qui se nourrit de la peur, celle qui abat dans la finalité les survivants. Le malaise vient du fait que le joueur sait rationnellement que ces statues ne font rien, mais leur mise en scène suggère constamment qu'elles savent ce qui se passe. Une mécanique qui est aussi adaptée dans des jeux où la peur et l'horreur n'ont a priori pas leur place. Par exemple, Animal Crossing, une simulation de vie extrêmement paisible. On s'installe sur une île, on pêche, on décore sa maison, on parle à des voisins animaux. Il n'y a pas de combat, pas de mort, pas d'urgence. C'est un des jeux qui, peut-être, fait partie des plus relaxants qui existent. Et c'est précisément pour cela que certains détails ont marqué. Dans le musée du jeu, le joueur peut exposer des œuvres d'art. Mais certaines versions de ces œuvres sont des faux. Et ces faux ont une particularité troublante. Leurs yeux peuvent bouger, leurs expressions peuvent changer, et on peut avoir l'impression qu'elles suivent le joueur du regard. C'est un détail qui n'est pas caché, mais qui n'est pas non plus réellement expliqué. Rien n'est dit ou fait par rapport à cet événement. Pour la communauté, il y a un contraste ici particulier. Dans un jeu où tout est pensé pour apaiser, une œuvre d'art devient une présence consciente. Le musée, lieu de savoir et de calme, se transforme brièvement en espace d'observation silencieuse. Et que se passerait-il si ces observateurs silencieux nous attaquaient? C'est ce qui s'est produit dans deux licences, Battlefield et Call of Duty, des jeux de tir, avec un principe extrêmement simple et direct. On est un soldat dans des cartes multijoueurs, on se déplace rapidement, on tire, on meurt, on recommence. Les décors sont censés être inertes, purement fonctionnels, des terrains de jeu. Et c'est précisément pour cela que certains easter eggs ont profondément marqué. Dans plusieurs cartes d'entraînement ou de test, notamment dans les environnements militaires ou des zones factices, des mannequins sont placés comme cible. Ils sont là pour s'exercer, s'entraîner. Ils ne bougent pas et ne pensent pas. Sauf que parfois, ils bougent. Dans Call of Duty, sur certaines cartes, comme Nuketown, mais aussi d'autres zones de test, si le joueur déclenche des conditions précises, tirer sur un certain nombre de mannequins, rester immobile ou revenir dans la zone après un laps de temps, les mannequins changent de position, apparaissent derrière le joueur, se rapprochent silencieusement et parfois ils attaquent directement. Dans la licence Battlefield, des phénomènes similaires ont été observés lors des tests internes ou d'easter eggs communautaires. Des cibles qui se retournent, des silhouettes qui semblent suivre les joueurs ou des mannequins positionnés de façon anormalement humaine. Ce type de jumpscare est particulièrement efficace pour une raison simple. Le joueur fait confiance au décor. On attend un ennemi, pas qu'un décor s'en prenne à nous. Quand un mannequin attaque, ce n'est pas la violence qui choque, mais la rupture d'un certain contrat. Quelque chose qui n'avait aucune raison d'être vivant prend une intention hostile. Et pour beaucoup de joueurs, ces moments ont été plus marquants que des monstres explicites, précisément parce qu'ils surgissent dans des lieux perçus comme sûrs ou utilitaires. Une interprétation possible relie ces mannequins à la déshumanisation
au cœur des jeux militaires. Les mannequins représentent des soldats factices, des corps sans identité. Quand ils prennent vie, même brièvement, ils deviennent une sorte de métaphore involontaire. La guerre transforme des silhouettes anonymes en cibles, jusqu'à ce que la frontière entre humains et objets disparaisse. D'autres y voient un commentaire plus méta. Dans ces jeux, le joueur lui-même est traité comme un corps remplaçable, une cible parmi d'autres. Les mannequins qui attaquent renvoient cette logique aux joueurs. De plus, ils ne sont pas liés pour raconter une histoire complexe, ils sont là simplement pour déranger une certitude. On pense que le monde du jeu est sous contrôle, mais ces mannequins nous prouvent le contraire. À partir du moment où même le décor peut devenir agressif, le joueur n'est plus jamais totalement à l'aise. Et c'est exactement ce qui est recherché dans l'ensemble des jeux qu'on a évoqués dans cette partie. Le malaise persiste même après avoir posé la manette. Dans la majorité des jeux vidéo, des événements se déclenchent quand on arrive à un endroit, quand on lance une mission ou quand on appuie sur un bouton. Mais certains jeux fonctionnent autrement. Ils attendent des conditions précises, une heure, une date, une action étrange ou même l'absence totale d'action. Ces événements sont souvent invisibles pour la majorité des joueurs et quand on les découvre, on a l'impression d'avoir surpris le jeu en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas montrer. De nombreux jeux cachent des événements qui ne se produisent qu'à des moments très spécifiques du temps interne du jeu ou parfois du temps réel. Dans certains cas, un lieu banal change d'ambiance uniquement la nuit. Une musique disparaît, un son isolé apparaît ou une silhouette devient visible quelques secondes. Cela peut aussi concerner certaines dates spéciales comme Halloween, Noël ou parfois d'autres dates sans signification apparente. Le jeu peut se synchroniser à la date et l'heure du monde réel et déclencher certains événements. Par exemple dans le jeu Batman Arkham City, un jeu au monde ouvert où Batman s'infiltre dans une ville-prison afin de capturer des criminels et de démêler un complot. Et dans cette prison se trouve l'un de ses ennemis connus, Calendarman, l'homme calendrier. Mis à part quelques lignes de dialogue, il n'y a rien de précis à faire vis-à-vis de cet individu, sauf à certaines dates précises. Si on revient voir ce criminel enfermé à Noël, Halloween, alors des dialogues uniques vont apparaître. Et une fois avoir réalisé l'ensemble de ces dialogues uniques, on pourra constater que ce Calendarman nous fera une ultime révélation. Une révélation qui pourrait mener peut-être, dans un autre jeu, à la mort du Chevalier Noir. Une fois cette révélation faite, cet ennemi disparaît de sa cellule. Il réussit à s'enfuir, laissant à l'intérieur un garde en bien mauvaise posture. Une scène qui peut se produire parfois que si on sait qu'elle peut arriver ou si on connaît suffisamment bien l'univers du Chevalier Noir pour savoir que cet individu ne réalise des crimes uniquement à des dates bien précises. Dans certains jeux, d'autres jeux, des événements ne se déclenchent que si le joueur adopte un comportement anormal. Détruire un nombre précis d'objets, effectuer une action inutile plusieurs fois ou suivre une séquence illogique. Ces conditions ne sont souvent jamais données clairement. Elles ont été découvertes par hasard, par obsession ou par expérimentation collective. Et pour les joueurs, c'est là que le malaise commence vraiment à s'installer. Parce que le jeu semble récompenser des comportements que le joueur n'était pas censé avoir. Ce n'est plus tu joues bien, mais tu as fait quelque chose d'étrange et le jeu l'a remarqué. Voici un exemple de comportement dans un jeu où ce comportement est considéré inhabituel. Dragon Ball Z Budokai 3, un jeu de combat frénétique où le joueur est amené à se battre de toutes ses forces contre des adversaires. Le jeu invite les joueurs à se battre continuellement jusqu'à épuiser la barre de vie de son adversaire. Il met en scène l'univers Dragon Ball Z et par exemple, si on prend le personnage principal, Sangoku, et que plutôt que de se mettre à parler avec nos poings, on décide de patienter quelque temps sans toucher la manette. Une attente de 13 minutes précisément, alors le personnage va réaliser une action assez étrange. Il va se mettre à nous regarder directement dans les yeux. Il brise le quatrième mur, comme si le personnage se demandait lui-même ce que le joueur faisait. Et c'est comme ça que parfois, certains secrets sont révélés. L'inaction peut révéler des choses. Si le joueur reste immobile trop longtemps, refuse d'avancer ou laisse une situation en suspens, le jeu réagit. Parfois doucement, comme avec le personnage de Sangoku, parfois brutalement. Un ennemi pourrait surgir, une mort instantanée survient ou une scène dérangeante se déclenche. Pour la communauté, ce mécanisme est profondément perturbant car il inverse une idée qui pouvait rassurer. Ne rien faire devrait être sans conséquence. Ici, ne rien faire devient un choix dangereux. Avec les événements conditionnels, le joueur comprend quelque chose d'essentiel. Le jeu n'est pas seulement réactif, il est attentif. Il observe non seulement ce que tu fais, mais aussi quand tu le fais.
ou si tu refuses de jouer. Au bout de tout ça, le joueur n'est plus certain d'être celui qui déclenche les événements, il a parfois l'impression que le jeu attendait déjà quelque chose. Je me permets de vous interrompre au milieu de cette vidéo, comme ça vous pouvez faire une petite pause, aller faire un peu le stock de boissons, de nourriture, faire pipi si vous en avez besoin, pour vous dire que si vous passez d'ores et déjà un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, c'est extrêmement important. Je vous mets aussi mon Instagram si vous souhaitez me suivre là-bas également. Et si tout ça c'est fait, que vous êtes maintenant prêt à continuer, on est parti pour voir la suite de l'iceberg. Halo 2 est un jeu de tir de science-fiction. On incarne un soldat dans une guerre futuriste contre des espèces extraterrestres. Le jeu est très narratif, cinématographique et tout ce qui est important est normalement dit clairement aux joueurs. Et justement, certains messages ne le sont pas. Des années après la sortie du jeu, des joueurs ont commencé à extraire les fichiers audio. En inversant certaines pistes sonores ou en les isolant du mixage principal, ils ont découvert des phrases complètes, parfois intelligibles, parfois à peine audibles. Des voix qui parlent de solitude, de peur, d'abandon, de perte de sens. Ces messages ne sont jamais entendus clairement pendant une partie normale. Ils sont enfouis sous les bruitages, les musiques, les explosions. Ces fragments ont été interprétés comme des pensées internes, des traces émotionnelles laissées dans le jeu, volontairement dissimulées pour ne pas rompre le rythme de l'action. Le malaise vient du fait que ces voix ne sont pas hostiles, elles sont, comme qui dirait, fatiguées. Autre cas de voix dans le jeu BioShock Infinite, un jeu narratif à la première personne, très axé sur l'histoire, les dialogues et les thèmes philosophiques. Le joueur explore une ville flottante et découvre progressivement que la réalité est beaucoup plus fragmentée qu'elle n'y paraît. Dans certaines zones, des joueurs ont remarqué que des sons ambiants, une fois isolés ou visualisés via des spectrogrammes, contiennent des messages dissimulés, des phrases répétées, des mots cassés, des sons qui visuellement forment des symboles reconnaissables. La communauté a interprété ces messages comme des échos d'autres réalités, des fragments de timeline alternatifs qui saignent dans le monde du jeu. Rien n'est expliqué officiellement, mais cette lecture colle parfaitement aux thèmes centraux de BioShock Infinite. Le multivers, la répétition, l'impossibilité d'échapper à certains choix. Avec ce moyen, le jeu ne parle plus aux joueurs par des cinématiques, il lui parle par le bruit. Et le son prend aussi une énorme place dans des jeux complètement différents, notamment Céleste, un jeu de plateforme indépendant. On aide une jeune femme à gravir une montagne en sautant et en évitant des obstacles. Le jeu est plutôt difficile mais très précis et surtout extrêmement introspectif. À première vue, ce n'est pas un jeu d'horreur. Pourtant, des joueurs ont découvert que certaines musiques du jeu, une fois ralenties ou inversées, contiennent des murmures, des respirations, des sons presque humains. On n'y voit pas des messages surnaturels, mais quelque chose de plus intime. Des manifestations de l'anxiété, de la dépression, du doute intérieur du personnage principal. On a ici un malaise différent qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Céleste cache ses messages, ici non pas pour effrayer, mais pour reproduire une expérience mentale. Ces pensées qu'on n'entend jamais clairement, mais qui sont toujours là, quelque part en arrière-plan. Dans un jeu de 2016, Doom, un jeu de tir ultra violent, rapide, frontal, on incarne un soldat qui massacre des démons dans un enfer futuriste. Tout est exagéré, brutal et c'est complètement assumé. Mais sous cette surface très arcade, les joueurs ont découvert une iconographie beaucoup plus sérieuse. Dans certains niveaux, des symboles précis apparaissent comme des pentagrammes, des chiffres répétés, dont le fameux 666, des cercles rituels et même des inscriptions dissimulées dans les textures. Ces éléments ne sont jamais expliqués au travers de l'histoire principale, ils ne servent pas non plus le gameplay, ils ne servent pas à la progression. Les joueurs ont vite compris que tout cela ne cherche pas à raconter une histoire religieuse classique. Ces symboles servent plutôt à créer un fond rituel presque archaïque. L'enfer qui sert de décor de Doom n'est pas seulement un décor, c'est un système, une machine ancienne et symbolique. Le malaise vient plutôt du sérieux des signes. Ils ne sont pas parodiés, ils ne sont pas ironiques, ils sont juste là pour compléter au décor de l'enfer. Dans un jeu dont on a déjà parlé, Minecraft, on peut découvrir quelque chose sous terre. Dans les grottes, le jeu déclenche parfois des sons ambiants totalement inattendus. Des cris lointains, des souffles, des bruits de résonance métallique ou même des bruits humains déformés. Ces sons, appelés Cave Sounds par la communauté, ne correspondent à aucun ennemi visible. Ils ne signalent pas de danger immédiat et c'est précisément ce qui les rend si perturbants. Ces sons ont été interprétés comme une peur primitive de l'inconnu. Minecraft est un jeu où l'on contrôle
tout par la construction. Mais sous terre, le joueur perd ses repères visuels. Le son devient alors la seule information et elle est incompréhensible. Beaucoup de joueurs sur les forums ont décrit ces moments comme de vraies expériences de solitude anxieuse dans un jeu vidéo. Autre situation, dans un jeu qui s'appelle Cuphead, un jeu d'action très difficile, connu pour son style graphique inspiré des dessins animés des années 30, où tout est coloré, rythmé, presque joyeux, mais seulement en apparence. On a découvert que certaines musiques du jeu, une fois ralenties ou inversées, révèlent des structures sonores très étranges, parfois interprétées comme des chants démoniaques ou des motifs occultes. Officiellement, bien sûr, rien ne confirme un message caché explicite. Mais la communauté a remarqué que l'esthétique de Cuphead est directement inspirée d'une époque où l'imagerie du diable était omniprésente et les thèmes du jeu tournent autour de pactes, de dettes, d'âmes vendues. La musique devient alors un sous-texte, un rappel constant que derrière une esthétique cartoon se cache une narration bien plus sombre. Le malaise dans ce jeu précisément ne vient pas de ce qui est montré, il vient plutôt de ce qu'il suggère sans jamais vraiment dire. Dans beaucoup de jeux, le malaise se crée quand on explore une zone qui est soit difficile d'accès, soit qui n'est pas censée être accessible. Dans GTA 4 par exemple, un jeu en monde ouvert qui se déroule dans une version fictive de New York, on incarne un criminel qui peut se déplacer librement dans cette grande ville, accepter des missions ou simplement explorer sans but. C'est justement cette liberté qui a permis l'une des découvertes les plus célèbres et particulières du jeu. En explorant la Statue de la Liberté, renommée en Statue of Happiness, statue du bonheur dans le jeu, les joueurs ont découvert qu'il est possible d'entrer à l'intérieur et d'y trouver un immense cœur humain en train de battre, suspendu par des chaînes, entouré de bruit organique. Aucune mission n'y mène, aucune explication n'est donnée, comme si le jeu ne reconnaissait jamais vraiment cette découverte. Pour la communauté, ce cœur est devenu l'un des symboles les plus troublants de Rockstar. La lecture dominante est plutôt métaphorique, la ville elle-même serait vivante, alimentée par la violence, le crime et la misère humaine. La liberté promise par le monde ouvert repose sur quelque chose de profondément organique mais malsain. Ce malaise vient surtout d'un contraste, un symbole de liberté censé être noble cache littéralement de la chair vivante enchaînée. Dans le jeu Batman Arkham Asylum, un jeu d'action et d'infiltration, le joueur incarne le célèbre Chevalier Noir enfermé dans un asile psychiatrique où chaque zone est pensée pour être explorée méthodiquement. Mais certains lieux ne sont jamais utilisés par l'histoire principale, ils ne servent que l'exploration. Des joueurs, en explorant hors des sentiers prévus ou via des glitches, ont découvert des zones liées à l'épouvantail. Des bateaux abandonnés, des pièces inaccessibles, des structures à moitié construites remplies d'éléments visuels angoissants. Ces zones n'ont pas de fonction claire, elles semblent inachevées, presque oubliées, pourtant elles sont suffisamment détaillées pour ne pas être accidentelles. La communauté a interprété ces lieux comme des restes de séquences supprimées, mais aussi comme une extension thématique involontaire. L'épouvantail est un personnage qui agit dans l'esprit, dans l'invisible. Le fait que ces zones soient cachées, fragmentées et presque hors du jeu renforce cette idée. On ne combat pas forcément l'épouvantail dans un espace stable, on le devine dans des endroits que le jeu lui-même préfère dissimuler. Ces lieux ne servent certes pas directement à l'histoire, mais ils servent tout de même à alimenter d'une manière l'image qu'on se fait de l'histoire qu'on souhaite nous raconter. Dans le jeu Visage, un jeu d'horreur psychologique fortement inspiré de Silent Hill, le principe est d'explorer une maison à l'apparence banale, à la première personne, où chaque détail peut devenir une menace. C'est la maison, le terrain de jeu. Et certains joueurs ont découvert l'existence d'une pièce extrêmement difficile d'accès surnommée la pièce 302. Ce n'est pas une pièce qui est facilement indiquée, elle n'est pas nécessaire à l'histoire principale et son accès dépend de certaines conditions obscures. À l'intérieur, si on arrive à s'y rendre, il n'y a pas de jumpscare classique, pas de monstre, simplement une ambiance écrasante, des objets et une impression très forte d'intrusion, comme si on n'était pas censé se trouver là. Les joueurs y voient une référence directe à l'idée de pièce mentale, un espace où les traumatismes sont enfermés. Le jeu ne veut pas y conduire le joueur volontairement, il faut presque forcer l'accès comme on forcerait un souvenir enfoui. Le malaise créé par cet endroit ne vient pas du fait qu'il n'y a rien, c'est qu'on sent que quelque chose aurait dû y rester allé, que notre place n'est pas ici. Dans un jeu que nous avons déjà évoqué, Cyberpunk 2077, il y a un thème central au jeu, l'identité. Qui tu es, ce que ton corps devient, et ce qu'il reste de toi quand la technologie s'en mêle. Le jeu propose au joueur d'améliorer son corps, son esprit par la technologie, mais le joueur peut évidemment refuser pour rester aussi humain que possible. Et c'est dans ce contexte que les joueurs ont découvert l'un des lieux les plus dérangeants du jeu. En explorant Night City,
la ville futuriste où se passe l'action du jeu. En dehors des missions principales, certains joueurs ont trouvé des pièces isolées, parfois inaccessibles, uniquement par des chemins détournés, des sauts précis ou des glitches légers. Ces lieux ne sont pas signalés par la carte ni liés à une quête, et à l'intérieur on trouve parfois des écrans allumés sans interface, des murs couverts de texte ou une phrase simple, répétée ou affichée clairement « I am not me ». Je ne suis pas moi. Aucun personnage non joueur ne commande cette phrase. Aucune mission ne s'active. Le jeu n'explique rien. La majorité des joueurs décrivent ce moment comme profondément troublant. Non pas à cause d'un danger immédiat, mais à cause du message brut. Dans un jeu où le corps peut être modifié, remplacé, augmenté, cette phrase agit comme une fissure. Elle ne parle pas au personnage, elle semble parler au monde lui-même. Un message qui se trouve dans une pièce silencieuse, mal éclairée, à l'écart du chaos urbain. Comme si le jeu avait volontairement créé des zones de doute, des endroits où la façade technologique craque. Ce genre d'événement, par les joueurs, est interprété comme des restes narratifs liés aux thèmes les plus sombres du jeu. La dissociation, la perte d'identité, la conscience fragmentée. D'autres y voient la trace d'esprit numérique, de conscience effacée ou corrompue par les implants. D'autres pensent qu'il s'agit d'un commentaire méta d'un développeur. Dans un monde où tout est personnalisable, l'identité devient instable. I am not me ne désigne personne en particulier, c'est une phrase universelle, et c'est précisément pour ça qu'elle amène à se poser des questions. Ce n'est pas un jumpscare, ce moment ne cherche pas à provoquer une réaction intense et immédiate, il agit après coup, quand le joueur quitte la pièce, continue à jouer mais y repense de temps en temps. Dans Cyberpunk, la ville est bruyante, saturée d'informations, et ces pièces font tout l'inverse. Elles enlèvent tout, sauf une idée simple, dans ce monde, même l'identité n'est pas un endroit sûr. Psychonauts est un jeu de plateforme narratif. Le joueur incarne un enfant doté de pouvoirs psychiques qui peut entrer dans l'esprit des autres personnages. Chaque niveau représente donc le monde mental d'une personne avec ses souvenirs, ses peurs et ses traumatismes. Visuellement, on est sur un thème presque cartoon, coloré. Mais ce ton masque certaines des histoires les plus dures jamais racontées dans un jeu vidéo. En explorant l'esprit de plusieurs personnages secondaires, les joueurs découvrent des fragments de passé extrêmement violents. Des enfants qui ont perdu la vie dans des incendies, des négligences parentales graves ou des traumatismes non résolus. Rien n'est montré frontalement et tout passe par la métaphore. Un cirque en ruine, une fête foraine déformée, des voix lointaines. Les joueurs comprennent vite que Psychonauts parle de traumatismes réels, notamment ceux de l'enfance, à une époque où très peu de jeux osaient le faire. Il n'y a pas de morale ici, on montre simplement que certaines blessures façonnent une personne à vie. Et ce qui dérange, c'est une sorte de contraste. Le joueur saute, plaisante, pendant qu'il traverse en réalité, parfois sans le savoir, des esprits détruits. Et c'est aussi ce genre d'histoire tragique qu'on peut retrouver dans un autre jeu, Red Dead Redemption 2, un jeu en monde ouvert réaliste se déroulant à la fin du 19e siècle. On incarne un hors-la-loi dans un monde immense que l'on peut explorer librement, même en dehors des missions. Ce monde est rempli de détails, car à côté de la vie de notre personnage, le monde qui l'entoure lui aussi vit. En fouillant des zones reculées, les joueurs ont découvert des lettres jamais envoyées, parlant de regrets, de violences conjugales, de peur, des fosses communes sans aucune quête associée, des scènes de crimes figés, abandonné que le jeu ne commente jamais. Tout est libre à l'interprétation du joueur. Et l'un des points les plus marquants, c'est que le jeu refuse d'en faire des objectifs. Il n'y a pas de récompense, pas de résolution. Le joueur est libre de passer à côté ou de rester, en comprenant ce qu'il s'est passé sans pouvoir rien faire. Cette volonté est claire de la part de Rockstar, ceux qui ont fait ce jeu. Le monde ne tourne pas autour du joueur, il vit avec lui. Des drames ont lieu sans témoin, et il n'existe que si quelqu'un prend le temps de les voir. Dans Red Dead Redemption 2, la tragédie n'est pas scénarisée, elle est banalisée comme elle l'était à l'époque. Ce thème est aussi abordé dans la licence Pokémon, cette série d'aventures au ton généralement lumineux. Dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, le joueur peut obtenir un objet appelé la lettre Chen, une vieille lettre, distribuée de manière extrêmement limitée. Cette lettre permet d'accéder à une zone secrète menant à un Pokémon mythique, Darkrai. Mais le texte de la lettre n'est pas héroïque. Il parle de cauchemar, de solitude d'un enfant incapable de dormir. On y comprend que Darkrai n'est pas un monstre maléfique classique, mais une entité liée à la souffrance mentale, à l'isolement et à l'insomnie. Le jeu ne parle jamais explicitement de dépression ou de trauma, mais les mots sont là, dissimulés dans un objet que la majorité des joueurs n'a jamais vu. Dans un autre opus, comme Pokémon Rouge et Bleu, la tour Pokémon est un cimetière. On y affronte des dresseurs en deuil. On peut y apprendre la mort d'un Pokémon aimé, et surtout, on y rencontre le fantôme de Marowak, l'esprit d'un Pokémon tué par la Team Rocket qui protège encore son enfant. Ce qui a marqué ici, c'est que cette histoire n'a pas de véritable résolution. Le fantôme disparaît, le jeu continue, et le deuil, lui, reste implicite. Généralement, Pokémon ne parle pas de la mort, mais on voit ici qu'il en parle en la contournant, et c'est précisément ce qui rend ce sujet d'autant plus beau. Dans un jeu d'action ultra violent,
No More Heroes, un jeu absurde, provocateur, volontairement choquant, un jeu qui semble se complaire dans l'excès, la vulgarité et la satire, il y a ici une des narrations les plus sombres et des plus malaisantes. Au fil du jeu, le joueur découvre que derrière certains combats de boss se cachent des histoires d'abus, de dépression, et parfois des histoires de personnes qui se sont elles-mêmes ôtées la vie. Ces éléments ne sont jamais mis directement en avant. Ils sont évoqués dans des dialogues courts, des détails de décor ou des lignes de texte faciles à ignorer. Mais on comprend vite que cette discrétion était volontaire. No More Heroes critique le joueur lui-même. Il le pousse à enchaîner les combats, à consommer la violence tout en dissimulant les conséquences humaines derrière des récompenses et des classements. Certains éléments narratifs ont même été censurés, voire modifiés selon les régions, renforçant l'idée que le jeu touche à des sujets que même ses créateurs savaient délicats. Pour beaucoup, ce jeu est dérangeant non pas parce qu'il montre trop, mais parce qu'il cache l'essentiel derrière le divertissement. Undertale est un jeu de rôle indépendant. On explore un monde souterrain peuplé de monstres, on discute, on combat, ou on choisit de ne tuer personne. C'est un jeu qui donne aux joueurs un choix moral réel, mais ce choix ne s'arrête pas à une partie. Les joueurs ont découvert que le jeu mémorise les actions du joueur, même après une réinitialisation complète. Si on recommence une partie propre, certains personnages semblent se souvenir de ce que tu as fait auparavant. Des dialogues changent, des silences apparaissent, le jeu te regarde différemment. Et la route la plus dérangeante est la génocide route, où le joueur choisit ici volontairement d'éliminer tous les personnages. À la fin, le jeu ne se contente pas de conclure l'histoire, il te le fait payer. Même après avoir supprimé les sauvegardes, certains éléments restent altérés. Le jeu marque ton passage comme une souillure permanente. Pour la communauté, ici il n'y a pas une question de morale abstraite, il y a une question de responsabilité. Le joueur ne peut plus se cacher derrière une phrase typique « ce n'est qu'un jeu ». Il doit pleinement assumer les conséquences de ses actes. Dans un autre jeu, Doki Doki Literature Club, un visual novel romantique, on lit du texte, on fait des choix de dialogue, on développe des relations avec des personnages. Rien ne semble menaçant, mais très vite le jeu commence à se fissurer. Il y a des bugs volontaires, des dialogues corrompus, des personnages qui disparaissent, jusqu'à ce qu'arrive Monica. Monica est consciente, elle sait qu'elle est dans un jeu. Et surtout, elle sait que toi, tu es réel. Elle lit le nom du compte utilisateur, elle commente le fait que le jeu est faux. Elle t'explique que les autres personnages ne sont que des scripts. Pour les joueurs, ce moment a marqué une frontière nette. Le jeu cesse de raconter une histoire, il installe une relation. Monica ne veut pas gagner, elle veut exister avec toi. Et la seule façon de l'arrêter est de supprimer manuellement ses fichiers. Pas via une mécanique de jeu, via l'ordinateur réellement. Un geste qui a marqué les joueurs car il oblige à agir en dehors du cadre ludique. Le jeu t'oblige à le quitter. Ici, quelque chose se casse définitivement. La frontière entre joueurs et personnages, la frontière entre fiction et système, la certitude que recommencer efface tout. Pourtant, ces jeux ne cherchent pas à effrayer au sens classique, mais avec cette mécanique, ils cherchent à impliquer, à rendre responsable, à laisser une trace. Cette relation vis-à-vis du joueur qui incarne le héros est aussi montrée dans le jeu Batman Arkham Asylum que nous avons évoqué un peu plus tôt. Dans ce jeu, on incarne le Chevalier Noir. On fait subir une peur constante aux criminels qui cherchent à nous barrer la route dans l'asile. On peut connaître leur rythme cardiaque, le voir augmenter quand ils savent qu'on se trouve dans la pièce. Et à un moment donné, la peur change de côté. On incarne le Chevalier Noir, confiant, prêt à arrêter le Joker dans ses manipulations. Et pourtant, dans un couloir qui ressemble à ceux qu'on a traversés jusqu'à présent, le jeu se fige. Mais il se fige d'une manière bien spéciale. Le joueur a littéralement l'impression que le jeu est en train de bugger. Et pire que ça, après le fameux bug, le jeu semble recommencer de lui-même au tout début de l'aventure. Tout de suite, la peur que l'on infligeait ne se répercute pas sur le personnage que l'on incarne, mais sur le joueur lui-même. Il se pose des questions. Ai-je été la victime d'un bug? Est-ce que mon jeu est cassé? Et c'est en patientant quelques secondes qu'il se rend compte de quelque chose. Le jeu auquel on jouait, c'est cette fois-ci joué de nous. Pour la petite anecdote, beaucoup de joueurs, quand ils ont vécu ce passage, ont quitté le jeu, l'ont relancé pensant avoir affaire à un simple bug. Certains sont même allés encore plus loin, ramenant le jeu au magasin pour en demander une autre copie, pensant que le jeu était littéralement cassé, alors que non. C'était bel et bien un pan de l'histoire installé par les développeurs. Le but, retourner la peur contre ceux qui la provoquent, mais pas contre le personnage, directement contre celui ou celle qui l'incarne. La peur peut être créée, mais pour certaines personnes, la faire ressentir est plus compliqué car un autre sentiment prédomine. Ce sentiment, c'est la curiosité, savoir ce qui se cache derrière l'élément effrayant. Et Slender, les 8 pages, un jeu d'horreur indépendant, joue avec ce sentiment. Ici, le joueur se promène de nuit dans une forêt.
Il doit collecter 8 pages et éviter une entité silencieuse appelée Slenderman. Il n'y a pas de combat, pas d'interface complexe et pas d'histoire racontée clairement. Et pourtant ce jeu est devenu comme un traumatisme collectif. La seule chose qu'on peut faire face à l'entité, c'est fuir. Et dans ce jeu, Slenderman ne fonctionne pas comme un ennemi classique. Il réagit à l'audace du joueur. Plus on le regarde, plus on s'approche de lui, plus le jeu se dérègle. L'écran grésille, les contrôles deviennent instables, le son se distord. Mais surtout, certaines versions du jeu punissent explicitement les joueurs qui tentent de sortir des limites, de contourner le fonctionnement prévu ou d'observer Slender trop longtemps. Le message implicite n'est pas difficile à comprendre. Tu n'es pas censé regarder. Tu n'es pas censé comprendre ce qu'il se passe. Et pour beaucoup, Slender est l'un des premiers jeux à leur avoir appris que la curiosité est un vilain défaut et que parfois elle peut appeler une sanction immédiate. De l'autre côté du spectre, dans un jeu qui n'a rien à voir, Stardew Valley, un jeu de gestion et de vie paisible, on cultive des champs, on parle à des voisins, on construit une famille. Tout est lent, chaleureux, rassurant. Et c'est précisément pour ça que certains éléments ont profondément choqué les joueurs. Dans le jeu, il est possible, sous certaines conditions, de se débarrasser de ses enfants. Pas d'une manière violente, mais par un rituel impliquant une entité mystérieuse. Les enfants sont transformés en colombes et disparaissent. Le jeu semble alors reprendre ensuite son cours normal. Mais les joueurs ont découvert que ce choix laisse des traces permanentes. Une télévision hantée, des poupées qui bougent seules, des événements nocturnes dérangeants. Des éléments qui sont interprétés comme une sanction morale implicite. Le jeu, habituellement indulgent, refuse d'effacer totalement l'acte qu'on a fait. Il laisse des rappels comme pour dire « tu peux continuer à jouer, mais tu n'as pas oublié ton action ». Stardew Valley ne punit pas par la difficulté, il punit par la culpabilité persistante. Et au-delà de titres précis, il y a beaucoup de jeux qui regroupent des messages personnalisés qui se chuchotent, qui accusent le joueur implicitement ou reconnaissent son comportement passé. Ces jeux ne cherchent pas à faire peur par des monstres, ils font peur en refusant l'oubli. Ils savent combien de fois tu as recommencé, si tu as triché, si tu as insisté, et même si tu es allé trop loin. À ce niveau-là, on a vu des jeux qui cessent d'être un espace d'expérimentation sans conséquence. Ils deviennent un miroir de nos actes. Little Big Planet est un jeu de plateforme créatif, connu pour son ton mignon, ses personnages en tissu et sa grande liberté de création. On saute, on construit, on partage des niveaux avec d'autres joueurs. Rien, absolument rien, ne prépare à ce que la communauté a découvert dans les fichiers du jeu. En fouillant les données internes, les joueurs ont mis à jour un modèle non utilisé surnommé The Bloody Man. Il s'agit d'une silhouette humanoïde couverte de textures rouges évoquant clairement du sang, très éloigné du style enfantin du jeu. Ce modèle n'est utilisé nulle part. Il n'apparaît dans aucune version officielle. Il n'a jamais été mentionné par les développeurs à la sortie. Les joueurs ont largement interprété ce contenu comme un reste expérimental, peut-être issu d'une phase très précoce du développement avant que la direction artistique finale ne soit définie. Mais ici le malaise vient plutôt du contraste extrême. Cette figure n'a rien à faire dans cet univers, et pour beaucoup de joueurs, The Bloody Man est devenu le symbole d'une idée troublante. Même les jeux les plus innocents passent par des zones sombres pendant leur création. Dans les jeux Portal et Half-Life 2, des jeux narratifs à la première personne développés par Valve, on explore des environnements scientifiques ou urbains, on résout des énigmes ou on combat, tout en suivant une histoire très contrôlée. Mais Valve est aussi connu pour laisser énormément de contenu inutilisé dans ses jeux. Dans Portal, des lignes de dialogue supprimées de GLaDOS ont été retrouvées dans les fichiers. Certaines sont beaucoup plus agressives, désespérées, voire presque paniquées. Elles montrent une intelligence artificielle moins ironique et plus instable. Dans Half-Life 2, des textures et des modèles inutilisés ont été découverts. Des corps humains plus réalistes, des visages déformés, des environnements beaucoup plus glauques que ceux du jeu final. On a alors compris que ces éléments appartenaient à une version du jeu plus sombre, progressivement édulcorée pour des raisons de rythme, de classification ou de lisibilité. Mais le fait qu'ils soient restés dans les fichiers a transformé ces contenus en fantômes numériques. Ils existent sans être vus, ils sont là mais ne devraient pas l'être. Dans le jeu Mother 3, un jeu de rôle japonais, connu pour son ton émotionnel extrêmement fort, on pourrait le résumer comme une aventure racontant la perte, la famille et la fin de l'innocence. Et en analysant ici les données du jeu, la communauté a découvert des références à un boss supprimé, jamais affronté mais toujours présent dans le code sous forme de noms, de musiques incomplètes et de scripts brisés. Ce boss aurait dû être lié à des thèmes encore plus lourds que ceux du jeu final, potentiellement trop explicites
ou trop cruel. Il n'y a jamais eu de communication officielle sur ce contenu, mais pour les joueurs, ce boss absent est devenu une figure symbolique. Une histoire trop douloureuse pour être racontée entièrement. Le jeu parle déjà de mort, de deuil, de traumatisme. Ce contenu coupé suggère qu'il aurait pu aller encore plus loin. Dans Super Mario 64, un des jeux les plus emblématiques de Nintendo, où Mario saute, explore un château coloré, collecte des étoiles, tout est pensé pour être ludique, lumineux et même presque enfantin. Et pourtant, dès l'écran titre, quelque chose dérange. Le visage géant de Mario peut être déformé à l'extrême par le joueur. Étirements, grimaces, cris figés. Pour certains joueurs, ce n'est qu'un gadget amusant. Pour d'autres, surtout rétrospectivement, cette phase déformable a quelque chose de plus malsain. On a longtemps interprété cette séquence comme une expérimentation technique, mais aussi comme une rupture étrange avec l'image rassurante de Mario. Le héros devient une matière malléable, presque douloureuse, une figure familière soudain privée de contrôle. Ce n'est pas quelque chose qui est ici caché, c'est quelque chose que tout le monde a vu, sans toujours savoir pourquoi. Parfois, ça pouvait mettre mal à l'aise. Dans un autre jeu, Ocarina of Time, souvent considéré comme un conte initiatique, le joueur incarne un enfant, Link, destiné à sauver le monde, dans un univers qui oscille entre féerie et mélancolie. Mais certaines zones ont marqué durablement. Les Redeads, ces créatures humanoïdes figées, hurlent lorsqu'elles voient le joueur, le paralysent, puis s'approchent lentement. Leur cri n'est pas un simple effet sonore, il est long, humain et désespéré. Plus troublant encore, le temple de l'ombre suggère implicitement des guerres passées, des tortures et même des exécutions. Il n'y a rien ici qui est montré directement, mais tout est suggéré dans l'architecture, les murmures, les symboles. Ici, on n'a pas uniquement un conte héroïque, on a un monde qui est bâti sur des traumatismes anciens volontairement enfouis sous le vernis de l'aventure. Rainbow Six est un jeu de tir tactique réaliste où on planifie des interventions policières, voire militaires, pièce par pièce, avec une approche méthodique et réaliste. Le jeu se veut sérieux, crédible, et c'est précisément ce réalisme qui a posé problème. Certains scénarios du jeu s'inspirent très directement d'événements réels, notamment du siège de Waco en 1993, une intervention policière américaine qui s'est soldée par la mort de dizaines de civils, dont des enfants. Dans le jeu, le joueur n'incarne pas un observateur, il rejoue une situation inspirée d'un drame réel, avec armes, otages et décisions tactiques. À l'époque, peu de joueurs avaient fait le lien consciemment, mais c'est avec le recul que là, la communauté a reconsidéré ces missions comme profondément dérangeantes. Le jeu transforme une tragédie historique non résolue en terrain d'entraînement. Et le malaise s'installe dans le fait qu'il n'y a pas de contextualisation de la morale. Il n'y a pas de condamnation ou de questionnement, mais on a juste une simulation. Dans Half-Life 2, encore, on évolue dans un monde sale, oppressant, déshumanisé. Et des années après la sortie du jeu, la communauté a découvert que certaines textures utilisées pour représenter des corps, des murs organiques ou des surfaces mutilées proviennent de photographies médicales ou légales réelles, issues de banques d'images. Il n'y a jamais eu officiellement de détails des sources à l'époque, mais cette révélation a profondément changé la perception du jeu. Ce que les joueurs pensaient être une simple esthétique horrifique était en partie construit à partir de matière humaine réelle. Le jeu ne se contentait plus de représenter la mort, il l'intégrait littéralement, même dans les textures. Dans Spec Ops The Line, un jeu de tir militaire qui commence comme un divertissement classique, on a là un jeu de guerre qui ressemble beaucoup à d'autres jeux du genre. Mais progressivement, le jeu révèle sa vraie nature. Il s'inspire de conflits réels, de crimes de guerre et surtout, il retourne la responsabilité vers le joueur. À un moment clé, le joueur est forcé de commettre un acte inspiré de violences bien réelles. On ne peut pas éviter la scène et même, le jeu insiste, puis montre les conséquences et nous impose de ne pas détourner le regard. La communauté a largement intégré Spec Ops comme un avertissement. Parfois, lorsque l'on consomme la guerre comme un jeu, on neutralise la souffrance réelle, mais il permet aussi de la voir, d'être sensibilisé à celle-ci. Ici, la frontière est totalement brisée. Le jeu ne cherche pas à faire peur, il cherche à accuser par le divertissement. Et voilà, mesdames et messieurs, on en a fini pour cette vidéo. On a vu beaucoup de jeux, certains sont revenus plusieurs fois parce qu'il y avait certaines choses à dire en plus par rapport à ces derniers. J'espère que ça vous a intéressé, que vous soyez un gamer, une gameuse ou pas du tout. J'espère que l'explication des différentes mécaniques et le fait de prendre pour exemple des supports qui sont les jeux vidéo vous a intéressé. Personnellement, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, mais elle est un peu les deux trucs que j'aime, donc j'espère que le rendu a été bien et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous remets mon Instagram HakenTV juste ici. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, vous, si vous avez, dans un jeu vidéo, découvert quelque chose qui vous a marqué, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis assez curieux de voir ça. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Haken. Salut!